Bien, bonjour à toutes et à tous. Cette séance va être consacrée aux langues en danger et poterie. Donc, Liliane Audieb va nous présenter une approche interdisciplinaire pour la reconstruction linguistique et la préservation des cultures, donc à travers ce thème de langue en danger et poterie. Qui est Liliane? Je ne sais pas pour les présents, mais c'est un membre du PLIDAM qui est bien connu et très actif, docteur de l'INALCO en linguistique, membre donc du PLIDAM, et elle a énormément participé donc, et participe toujours au projet LACAS, qui est un projet en humanité numérique porté par l'INALCO et rattaché aussi au PLIDAM. Sa recherche porte principalement sur la description et la documentation des langues sous-documentées et en danger, en particulier celles parlées à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria et qui appartiennent à la famille des langues bantoues. Liliane a publié de nombreux articles, notamment donc sur les langues, et a organisé des journées d'études et publié des ouvrages en co-auteur, mais aussi elle a publié qui confrontent les données linguistiques, ethnographiques et archéologiques. Je vais donc donner la parole à Liliane. Qui va peut-être vous présenter plus en détail donc son approche et donc nous parler de ce thème qu'elle a choisi aujourd'hui pour le séminaire. Merci beaucoup, Rosa. Merci, Diana. Merci de me recevoir aujourd'hui pour ce séminaire. Je suis très heureuse de pouvoir intervenir aujourd'hui. Alors, donc, comme Rosa l'a dit, je voudrais parler du lien entre langue en danger et poterie. Et pour cela, je commencerai par parler de la linguistique comparée, la linguistique comparative, la méthode comparative, qui a été un pilier dans la reconstruction de l'histoire culturelle des langues bantoues, dont je parlerai un peu plus tard. Mais avant ça, je prendrai d'abord l'exemple de l'indo-européen, qui a aussi été donc un domaine dans lequel la méthode comparative s'est appliquée avec succès. Alors, la méthode comparative, qui a vu le jour et s'est développée au cours du 19e siècle, est un ensemble de techniques permettant de retrouver des constructions linguistiques d'époques antérieures dans une famille de langues apparentées. Les éléments ancestraux retrouvés peuvent être phonologiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux, sémantiques, etc. et peuvent être des unités du système, donc des phonèmes, des morphèmes, des mots, etc. ou encore des règles ou des contraintes grammaticales. Ces techniques impliquent la comparaison de cogna, c'est-à-dire des mots formellement analogues et présentant un sens identique dans les langues apparentées, provenant de deux langues apparentées ou plus. Ainsi sont révélés, le cas échéant, des ensembles de formes présentant des correspondances systématiques et régulières, à partir desquelles une forme antérieure peut être déduite et sa place dans le système proto-linguistique déterminée. Je vous montrerai un exemple de telle correspondance phonique systématique et régulière. Donc, en pratique, cela implique de commencer par un vocabulaire de base à partir de cogna, à partir duquel est réalisée une extraction de correspondance phonique, laquelle permet ensuite la reconstruction d'un système protophonologique et d'une partie du lexique de la protolangue, d'où le terme de histoire comparative ou méthode historico-comparative, également employée pour faire référence à ce procédé. La reconstruction linguistique est l'un des principaux outils dont dispose le linguiste pour en apprendre davantage sur le passé d'une langue, et en particulier d'une langue sans tradition écrite, et par ricochet d'une communauté. À bien des égards, il n'est pas risqué de dire que c'est le meilleur outil, et cela est particulièrement vrai pour les périodes anciennes
où l'archéologie a du mal à identifier les aspects sociaux ou ethnographiques des sujets étudiés. Tandis que pour ce qui est de l'analyse de la culture matérielle, en revanche, comme les types de peuplement, les types d'habitation, les moyens de subsistance et autres informations semblables, l'archéologie s'avère être un outil incontournable. Il apparaît ainsi une nécessaire complémentarité entre linguistique et archéologie pour pouvoir analyser et interpréter les données linguistiques et culturelles d'un point de vue historique. Alors, pour ce qui concerne l'indo-européen ou le proto-indo-européen, alors, donc, avant peut-être d'expliquer ce schéma, je, je parlerai un peu de l'historique des premiers linguistes qui sont intéressés à cette question, et donc qui concerne donc la méthode comparative ou la grammaire comparée, donc appliquée à l'indo-européen. Et donc, comme je disais, celle-ci a été appliquée avec succès aux langues indo-européennes, mais également aux langues sémitiques, aux langues africaines, aux langues indiennes d'Amérique. Donc, comme le précise Meillet en 1912, la grammaire comparée n'a pas pour but de reconstruire l'indo-européen, mais grâce à la détermination des éléments communs indiqués par les concordances ou correspondances. Donc, on verra dans le schéma que je vous ai montré précédemment. Donc, a pour but de mettre en évidence ce qui, dans chacun des idiomes historiquement attestés, est la continuation d'une forme ancienne de la langue et ce qui est dû à un développement propre et original. Et donc, on fait bien la distinction entre ce qui relève de l'héritage d'une langue mère et ce qui appartient à l'emprunt, par exemple. Et ça, c'est important pour ne pas fausser les reconstructions, justement. Ainsi, les reconstructions ne sont que des résumés des correspondances attestées dans des langues qui existent et sont par conséquent dépendantes de ces dernières. Elles sont une approximation de la réalité linguistique perdue, toujours en deçà de cette dernière, puisque ce n'est pas par rapport à elle, mais par rapport aux langues attestées qu'elle a été constituée. Au terme de presque 2 siècles de comparatisme indo-européen, on est ainsi parvenu à reconstruire environ 2000 formes lexicales, dont certaines ont permis de proposer des scénarios concernant l'histoire des locuteurs de la langue restituée, donc du proto-indo-européen, qui est donc, il faut le rappeler, une langue hypothétique, hein, puisque on n'a pas d'écrit qui atteste la forme construite. Cependant, les langues étant toujours en contact les unes avec les autres, des phénomènes d'emprunt ainsi que ceux relevant d'innovation et de glissement sémantique, puisque le sens des mots peut également évoluer, sont à prendre en compte dans une telle démarche. Alors, je reviens sur ce schéma. Donc ici, on peut voir différentes langues appartenant à la famille indo-européenne et on voit, alors je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Alors, donc pour l'anglais, pour le mot père, on a, par exemple ici, on va se focaliser sur la première consonne, puisque c'est ce qui semble être changé d'une langue à l'autre. On a le son f ici en anglais. En allemand, on a aussi le son f. Donc ici, on ne regarde pas l'orthographe, la graphie, mais plutôt les sons. Donc ici, en allemand aussi, c'est le son f. Et puis en espagnol, en français, en latin, en grec, en sanskrit, on a le son p. Alors, ces correspondances donc phoniques ou phonétiques donc qui révèlent que pour un son peu en espagnol, en français, en latin, en grec, en sanskrit, on a un son feu en anglais et en allemand, ont permis donc justement de faire des groupes, de regrouper, de faire des regroupements à l'intérieur de la famille indo-européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'anglais et l'allemand qui sont
donc ensemble regroupés dans le groupe germanique et les autres dans le groupe des langues romanes. Et donc, c'est à partir de telles correspondances phoniques ou phonétiques qu'on arrive non seulement à faire de tels regroupements, mais aussi à remonter à la proto-langue. Et ici, ce qui a été proposé comme reconstruction pour l'indo-européen, étant donné la grande majorité de peu, du son peu pour le mot père, et donc le phonème peu euh, en position initiale pour ce mot. Alors ici, donc on a un schéma qui montre d'autres regroupements effectués au sein de la famille indo-européenne grâce à la méthode comparative. Euh, je viens de l'expliquer. Alors maintenant, en ce qui concerne la bantouistique, donc, puisque moi je suis spécialiste des langues bantoues, donc comme Froza l'a dit en introduction, je m'intéresse aux langues graciles en particulier, donc qui sont parlées à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, mais également aux autres langues bantoues, donc qui sont parlées dans toute la partie subsaharienne de l'Afrique. Quels apports de la méthode comparative à la bantouistique ou à l'étude des langues bantoues? Alors, faute de témoignages écrits ou iconographiques du passé lointain de l'Afrique, la linguistique comparative s'est révélée une discipline historique privilégiée. Depuis l'inauguration des études comparatives bantoues par William Blake au XIXe siècle, cette discipline a servi un double but. Et ici, je m'appuie sur des recherches de Cone Boston, dont je vais vous présenter aussi la première de couverture d'un ouvrage qu'il a publié dans le cadre de sa thèse il y a longtemps, mais qui est, je pense, très illustratif, bien illustratif de mon propos aujourd'hui. Alors, donc, un double but pour la méthode comparative pour la bantouistique. D'abord pour la classification des langues bantoues et pour la reconstruction de l'histoire culturelle des sociétés bantouphones contemporaines. Alors, la méthode a été appliquée par Greenberg en 1963 aux langues bantoues dans une comparaison de masse fondée sur une liste de 100 à 200 mots de base et permettant de calculer le degré de similarité lexicale entre les langues. De telles macro-comparaisons ont donné lieu à des macro-classifications, à l'instar du phylum linguistique Niger-Congo, dans lequel on retrouve entre autres les langues bantoues. Alors, bon, je vous parlais de l'ouvrage de Cone Boston qui est intitulé Des mots et des pots pour faire écho à la méthode Wörter und Sachen qui signifie donc des mots et des choses et qui a été aussi une méthode de base dans la reconstruction de l'histoire culturelle des populations et ici en particulier des populations bantoues. Donc, la méthode Wörter und Sachen, donc, qui signifie des mots et des choses, sur laquelle s'appuie la reconstruction de l'histoire culturelle d'une communauté à travers un vocabulaire spécialisé, postule que la culture se reflète dans la langue et que les domaines d'activité majeurs d'une société sont des foyers de création lexicale qui, lorsque l'activité en question est ancienne, laissent des traces linguistiques significatives que la comparaison peut exploiter. En effet, une activité culturelle très ancienne correspond à l'existence d'un vocabulaire technique y associé. Parallèlement, l'existence d'un ensemble de reconstructions lexicales implique l'existence ancienne d'objets culturels, à condition que la reconstruction des sens soit aussi sûre que celle des formes, ce qui est parfois difficile à établir. Donc, je parlais justement des glissements sémantiques qui s'opèrent très souvent à travers le temps et qui peuvent flouter ou fausser parfois les reconstructions. Et donc, cela est un élément assez important et sensible.
Ainsi, l'exploitation des vocabulaires techniques dans la reconstruction de l'histoire ancienne des sociétés dépourvues de traditions écrites et de vestiges iconographiques, lesquels sont très souvent par ailleurs menacés de disparition également, représente un atout important pour les linguistes, mais aussi pour les archéologues, ethnologues et ethno-archéologues. C'est à la reconstruction de l'histoire culturelle bantoue, à travers le lexique de la poterie, que Con Buston s'est employé durant de nombreuses années. Ses recherches se sont soldées par la publication d'un ouvrage intitulé Des mots et des peaux, dont le titre de cette section, faisant écho à la méthode Wörter und Sachen. Alors, j'avais prévu de vous montrer la première de couverture, mais je le ferai plus tard. Euh, Pourquoi la poterie en particulier? Alors, l'étude de la céramique dans le contexte africain est un domaine de recherche profitable pour au moins trois raisons. C'est ce que Boston présente dans son ouvrage. Premièrement, parce que la poterie est la matérialisation d'une tradition collective. Deuxièmement, étant omniprésente, très stable et extrêmement résistante au déclin, la céramique s'est révélée un principe directeur dans l'étude des cultures anciennes de l'Afrique subsaharienne. Et troisièmement, elle est un des rares artisanats qui se pratique de manière inchangée jusqu'à présent. Même si, il faut le souligner, et je reviendrai dessus plus tard, la poterie, c'est une pratique qui est aussi en voie de disparition en Afrique. Et d'ailleurs, cela a été révélé lorsque je travaillais sur le Wuxi, et en particulier dans ma recherche postdoctorale, donc quelques temps après avoir fini ma thèse, quand je me suis intéressée à la question de la poterie, après avoir découvert ce domaine qui est encore, il faut le dire, très peu étudié, surtout dans la région des Grassfields, donc à laquelle je m'intéresse. Il convient de noter par ailleurs que depuis quelques dizaines d'années, un nouveau type d'étude sur la chaîne opératoire de la poterie vient s'ajouter aux descriptions ethnographiques traditionnelles, à savoir l'ethnoarchéologie céramique, consacrée à l'étude détaillée des différents aspects de la chaîne opératoire, tant pour la documentation de ce métier traditionnel en voie de disparition, que pour une meilleure interprétation des données archéologiques et linguistiques. Un autre aspect crucial est la dimension symbolique du discours construit autour de la chaîne opératoire et la source d'information tant linguistique qu'ethnographique qu'elle représente. Par exemple, on a les décors qu'on retrouve sur les peaux qui font l'objet de recherches linguistiques autour de la symbolique du discours, mais aussi la symbolique euh, des symboliques ethnographiques euh, que tout cela peut révéler. Maintenant, pour ce qui concerne la région des Grassfields, les Grassfields sont une région qui est considérée comme étant le centre de dispersion des langues bantoues, le point d'origine, le point de départ des populations bantoues, donc qui sont partis de là pour se disperser dans toute la partie subsaharienne de l'Afrique. Les langues graciées, donc qui sont au nombre d'environ 60, sont parlées à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria et ont été pendant longtemps délaissées en ce qui concerne la recherche linguistique et archéologique. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que la recherche sur cette région a connu un véritable essor. La région anglophone du Cameroun a particulièrement été marginalisée. D'ailleurs, c'est dans cette région que les langues en danger du Cameroun sont concentrées. Et on a une trentaine de langues en danger parlées dans cette région, sur environ 300 langues parlées dans l'ensemble du pays, donc le Cameroun. Et dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai entrepris la description du Wuxi, qui est donc l'une des langues parlées dans la région.
et plus précisément dans le village Babessi. Et jusqu'alors, le Wuxi n'avait aucune description grammaticale. Et donc, les travaux que j'ai pu mener dans ce cadre ont révélé un système linguistique euh, singulier par rapport aux autres langues de la région et par rapport aux langues bantoues plus globalement. L'absence de documentation m'a obligée à m'appuyer presque essentiellement sur des comparaisons, donc sur la méthode comparative, et a mis en évidence un besoin d'analyse davantage, davantage approfondie et surtout interdisciplinaire afin de mieux comprendre le parcours de cette langue et de cette communauté jusqu'à son état actuel qui, comme je le disais, donc est assez étonnant. Alors, en poursuivant ma recherche doctorale, postdoctorale plutôt, donc je le disais, j'ai découvert le domaine de la poterie bantoue et en particulier la poterie babessi également, à travers un article d'une anthropologue italienne, Silvia Forni, publié en 2005, donc il y a quand même une vingtaine d'années maintenant. Et dans cet article qui restitue une enquête de terrain réalisée dans le village Babessi, donc, où le Wuxi parlait, l'auteur de cet article, donc, Forni, montre que à Babessi, la poterie est pratiquée essentiellement par les femmes, et ce depuis bien avant la période précoloniale. Elle souligne que, dans cet article, que avant la colonisation, la poterie était pratiquée de manière systématique par toutes les femmes. C'était une obligation, euh, voilà, aucune femme ne pouvait s'en dérober. Et donc, c'était une pratique qui était transmise de génération en génération à toutes les femmes et c'était quelque chose euh, de valeur et de valorisant. Mais aujourd'hui, donc en interrogeant mes interlocuteurs, donc Babessi, donc avec lesquels j'ai pu travailler sur la langue, en les interrogeant aujourd'hui, ils me disent que la poterie est devenue une pratique dédaignée, méprisée, qui est en voie de disparition, qui se perd et qui est pratiquée euh, essentiellement par les populations les plus pauvres et donc qui est devenue un moyen de subsistance, hein, tout simplement, donc pour les familles les plus démunies qui fabriquent des pots et les vendent au marché tout simplement pour pouvoir se nourrir. Et donc ceux qui qui pratiquent la poterie aujourd'hui à Babessi, sont euh, des parias, on va dire, de la société, des personnes qui sont vraiment considérées comme des rebuts de la société. Et, euh, et donc, tout cet état actuel des choses m'a vraiment amené à me poser la question du vocabulaire de la poterie, à Babessi en particulier, qui n'a pas été collecté en réalité, puisque comme je le disais, il y avait jusqu'à ce que je commence à travailler sur cette langue, il n'y avait jusque-là rien du tout. Et bon, en travaillant, moi, sur la description grammaticale de la langue, je ne m'étais pas intéressée, je ne me suis pas intéressée à ce domaine de la poterie, puisque ce n'est qu'après ma thèse que j'ai découvert qu'il y avait là vraiment quelque chose à exploiter, à explorer. Et donc, le wuxi étant une langue sous-documentée, peu documentée et, euh, et en danger, le vocabulaire de la poterie, qui lui aussi est quasi non documenté, est donc par conséquent lui aussi en danger. Et on peut donc se demander ce qu'il pourrait révéler quant au système de la langue, quant à l'histoire culturelle de cette population qui se démarque du reste des communautés de la région.
ce qu'il pourrait révéler aussi sur les rapports entre ces communautés et avec les autres communautés bantoues de manière plus large. Et donc, je voudrais vraiment insister sur cette niche que représente le domaine de la poterie à Babessi et dans d'autres communautés de la région des Grassfields qui sont toutes encore aujourd'hui très peu exploitées. Alors ici, on a donc une image qui a été prise par un de mes collaborateurs au chiffon à Babessi. Et donc ici, c'est dans le marché, au marché de Babessi. On a donc ces femmes qui fabriquent ces pots et qui les vendent. Donc, elles sont en train de les vendre là au marché. Et donc, comme je le disais, c'est tout simplement pour pouvoir subsister et non plus comme une pratique culturelle à valoriser. Alors, je suis un peu trop vite, mais je suis donc à la conclusion. À la conclusion, donc, la nécessité de l'interdisciplinarité est un élément sur lequel il faudrait également revenir insister. Donc, pour conclure, une collaboration entre linguistes, ethnographes, archéologues, pour pouvoir mieux comprendre non seulement les systèmes linguistiques, mais aussi euh, les aspects culturels, euh, synchroniques et diachroniques, l'histoire culturelle des populations qui ont des choses à nous dire sur l'état euh, des systèmes linguistiques synchroniques actuels, mais aussi sur d'autres aspects des communautés linguistiques. Et enfin, l'urgence de documenter, de la documentation linguistique et culturelle de telles communautés est un autre point sur lequel il faudrait également euh, insister. Et je t'aimerai par là et je vous remercie de votre attention. Merci Liliane. Est-ce que vous pourriez arrêter le partage du document, s'il vous plaît? Voilà, merci. Merci pour cet exposé extrêmement intéressant sur le lien donc entre le linguistique et cette méthode comparative historico-ethnographique archéologique finalement qui permettrait de préserver en partie parce que je pense que de toute façon une grande partie de ces langues en danger a déjà disparu, mais conserver tout de même des parties de ces langues en danger grâce à ces approches interdisciplinaires. Je voulais aussi vous dire que dans la liste des disciplines, vous pourriez ajouter l'oralité parce que ce sont généralement justement, poterie est un élément culturel, mais généralement rattaché à des coutumes, à des rites, accompagnés souvent de chants également. Et donc, les oralistes ici auraient aussi une part importante à jouer dans la sauvegarde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à l'UNESCO, beaucoup de communautés de différents pays. J'ai regardé un petit peu en ce qui concerne le PCI, donc le patrimoine culturel immatériel, et pour la poterie, justement, pour la préservation de la poterie, ou en tout cas l'inscription de la poterie des femmes qui continuent à justement fabriquer des pots, eh bien, il y a à peu près 70 occurrences, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses communautés qui ont demandé l'inscription
pour préserver cet art, bien sûr, lié aux coutumes, aux rites et à la culture de ces communautés. Je pense que c'est moins dans la perspective de la préservation linguistique qui est votre objet, mais malgré tout, à travers justement la préservation de cet art, évidemment, c'est aussi, comme vous venez de nous le montrer, c'est aussi une manière de contribuer à la préservation de ces langues et surtout à peut-être aussi de contribuer à leur description, puisque nous avons très peu de choses sur la description de ces langues et travailler sur le lexique de la poterie, bien évidemment, permettrait d'établir justement des lexiques qui permettraient de travailler sur la description de ces langues. Voilà, mais je voulais seulement ajouter le fait que l'oralité est très importante et je pense qu'au niveau du patrimoine culturel immatériel, c'est évident, c'est-à-dire qu'au niveau de l'UNESCO, c'est évident que l'oralité a un rôle très important justement dans la préservation de ce patrimoine et que effectivement l'interdisciplinarité, en tout cas la pluridisciplinarité, est très importante au niveau justement de ces langues non décrites ou peu documentées. Maintenant, je laisse la parole aux participants. Si quelqu'un souhaite poser une question, faire une remarque. Oui, oui. Monsieur Abdourahmane Diallo? Oui, oui, bonjour, vous m'entendez bien là? Oui, très bien. Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Liliane. Je suis venu un tout petit peu en retard. J'ai malheureusement raté le début. C'est vraiment très heureux de voir la combinaison, l'étude en fait, qui prend les deux aspects, aussi bien linguistique, lexicologique que du point de vue de la préservation de la tradition. En fait, je fais un peu une comparaison avec la zone Peul, Mandé, Wolof de l'Afrique occidentale. Là, la pratique de la poterie est un peu spécialisée. Il y a des familles qui sont spécialisées à la pratique de la poterie. Ces familles-là en ont le secret. Je ne sais pas. Alors, ce sont eux qui ont la charge et qui ont le secret de la poterie et de la transmission de cette tradition. Euh, Vous dites que dans votre communauté, euh, tout le monde le faisait au début, toutes les femmes, et que maintenant, il y a une sorte c'est une spécialisation ou bien c'est une sorte de négligence ou bien de retrait de certains groupes. Comment ça se passe? Et alors, donc je mentionnais donc l'article de l'anthropologue Sylvia Forni qui a étudié cette pratique dans le village d'Abessie et qui a montré effectivement que aujourd'hui, alors déjà avant la colonisation, toutes les femmes pratiquaient la poterie. Mais aujourd'hui, de moins en moins de femmes le font pour plusieurs raisons. Alors, elle parle de l'émancipation des femmes. Mais moi, je pense qu'il y a en plus de cela la mode occidentale qui, vous voyez, qui affecte les mœurs et qui infuse une représentation négative de la poterie, de la poterie chez les populations indigènes. Et d'ailleurs, un de mes collaborateurs au Chiffon m'a confirmé cela en me disant que effectivement aujourd'hui, euh, cet art qui était, je ne l'ai pas souligné, qui était aussi quelque chose de sacré à l'époque, c'était aussi, ça appartenait aussi
au domaine du sacré, du religieux. Il y avait effectivement des rites qui étaient pratiqués autour de la poterie. Aujourd'hui, il y a un réel dédain, un mépris vis-à-vis de la poterie. Donc, les femmes ne veulent plus le pratiquer. Alors, je ne sais pas si les hommes le pratiquent, mais alors ce n'est plus quelque chose de systématique, hein, comme avant, ou pendant la période précoloniale. Au contraire, c'est donc, comme je disais, uniquement les personnes les plus pauvres, les plus démunies, qui le font simplement par dépit. Mm. Et, et donc, c'est une pratique, c'est un art qui est en train de disparaître de toute évidence et donc et qui avec lui euh, et le vocabulaire associé à cette pratique disparaît avec lui. Et donc moi je vois là, je pense que voilà, en plus de l'émancipation des femmes, il y a aussi euh, comment dire l'occidentalisation entre guillemets des mœurs et puis et qui d'ailleurs ne se limite pas à la région Babessi, hein, quand on observe en Afrique, dans toute l'Afrique. De manière générale, bon, je parlerai du Cameroun plus particulièrement. Dans tout le Cameroun, on a vraiment comment dire, euh, un détachement, une mésestime vis-à-vis de la culture africaine qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui se désintéressent complètement des langues déjà pour commencer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Camerounais ne parlent pas, enfin, la plupart des jeunes Camerounais ne parlent pas de langue camerounaise. Ils parlent le français, l'anglais. Euh, et puis cela se généralise à d'autres aspects de la culture. D'accord, merci. Et je suppose que l'inventaire de la taxonomie des poteries qui existait avec le relâchement de la pratique, l'inventaire, il s'amenuise ou bien il disparaît. Est-ce qu'il y avait une sorte de taxonomie un peu cosmologique ou bien qui est liée à des domaines spécifiques euh, eux aussi peut-être sont en situation de régression? Très bonne question. Alors, bon, étant donné qu'il n'existe aucune étude sur le lexique d'apothique pour la région Babessi, je ne saurais vous répondre pour ce qui concerne cette région, mais pour le bantou plus généralement, donc je vous parlais d'une œuvre, d'un ouvrage, pardon, publié par Cohn Boston, qui est donc un linguiste belge très connu, qui a été d'ailleurs dans le jury de ma soutenance de thèse et qui a réalisé une étude très détaillée, soutenue du lexique de la poterie dans la région Congo-Basin, comment ça s'appelle en français. Euh, alors, c'est la région Bantou qui est située entre le Congo, le Gabon. Donc, c'est pas toute la zone Bantou, mais c'est quand même une zone importante de l'ère Bantou. Et il a étudié le lexique de la poterie, le lexique actuel, mais aussi il a également effectué des reconstructions donc pour retrouver les formes originelles de ces termes relatifs à la poterie. Et d'ailleurs, alors je vais, c'est très intéressant. Il montre que il y a une, une disparité dans le lexique employé dans la région, une disparité de forme, de sens aussi. Et donc, il y a véritablement une évolution, des changements qui sont produits, que ce soit lié au contact, ou alors il y a des innovations. Mais il montre qu'il n'y a pas, il n'y a pas une homogénéité dans le lexique employé pour la poterie, que ce soit au niveau formel, au niveau de la forme des mots, au niveau sémantique. Il y a une disparité géographique qu'il souligne et qui est assez intéressante à observer. Alors, je vais quand même tenter de de partager avec vous
euh, au moins un aperçu de, ce- de ces travaux. Euh, En attendant, je voulais simplement vous dire que sur le site justement de l'UNESCO, ceux qui ont été inscrits, les demandes qui ont été inscrites au patrimoine donc culturel et immatériel, il est bien sûr question de transmission donc des différentes générations. Et ce qui est intéressant, c'est justement que ces femmes sont très inquiètes de transmettre à ces nouvelles générations un art qu'elles voient elles-mêmes en train de disparaître. Et elles souhaitent avoir bien sûr une relève auprès de la jeunesse. Ensuite, ce qui était assez évident également, c'est en ce qui concernait les motifs. Il y a en fonction des pays, bien sûr, il y a différentes figurations sur ces poteries. Et ces figurations, évidemment, sont en lien, évidemment, avec les rites, les coutumes auxquels sont rattachés ces objets. Alors, le sens, parfois, de ces motifs tend à se perdre, justement, si on n'arrive pas à le transmettre. Et les nouvelles générations ont plutôt tendance à adapter au goût plus actuel, plus contemporain de ceux qui sont susceptibles d'acheter. Et donc, les motifs changent également. Et donc, le sens, évidemment, de ces objets dans leur contexte rituel, coutumier, tend à se perdre aussi, puisque la figuration, par exemple, au lieu d'avoir des figures géométriques, ce qui était très souvent le cas sur ces poteries, eh bien, c'est plutôt des figures moins abstraites qui vont apparaître, par exemple, des dessins un animal, par exemple, un chat ou autre chose qui est dessiné, qui n'a plus réellement de rapport justement avec le rituel auquel c'était rattaché. Je suppose, mais il y a très peu d'explications sur les motifs. Par exemple, pour les figures géométriques, ça m'intéresse parce que en ce qui concerne, par exemple, la broderie, très peu de travaux ont été faits aussi sur la broderie et la broderie, c'est de la même façon très important pour les mythes, mais aussi pour les rites, pour les coutumes. Et en ce qui concerne les figurations des broderies, on en a perdu parfois le sens et surtout les motifs peuvent avoir changé parce que ceux qui brodent ne savaient plus ce qu'ils finalement brodaient. C'est-à-dire comme on leur a transmis certes les motifs, mais on ne leur a pas forcément transmis le sens et parfois on les a même sortis des cadres, ce qui fait que les femmes parfois faisaient ajoutaient des fioritures, changeaient un petit peu les formes et on avait l'impression que l'objet premier, le symbole premier, c'était perdu. Donc, il y a eu tout un travail aussi sur la broderie et sur la figuration. Donc, la figuration, les motifs, et en lien justement avec les rites, voire les mythes, en particulier la broderie, celle qui a été travaillée en Russie. On a travaillé en Russie, en Ukraine, la broderie, en particulier par Ribakov qui a fait tout un travail très intéressant sur la symbolique des broderies et justement le fait de rattacher au mythe chasseur. Et donc, de façon aussi très archéologique, aussi aux inscriptions dans les grottes, aux sculptures de la pierre, etc. Et donc, je pense que de la même façon que la poterie, la broderie, vous voyez, qui est aussi un domaine féminin aussi, eh bien, sont des domaines qui méritent un intérêt et auxquels on n'a pas vraiment prêté beaucoup d'intérêt. Euh, Peut-être parce que c'était le domaine justement féminin et peut-être aussi parce que c'était quelque chose qui était aussi
qui relevait de toutes les femmes, en quelque sorte, donc qui méritait moins d'attention du point de vue de la recherche. Mais il y a quand même, à partir en particulier de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu de plus en plus de travaux sur la broderie. Et je pense que c'est intéressant aussi de travailler évidemment aussi au niveau de la poterie comme on l'a fait sur la broderie. Oui, je trouve que c'est tout à fait intéressant et plein d'à propos ce que vous dites, Froza. Euh, D'autant plus que j'ai découvert également des travaux d'un archéologue, Olivier Gosselin, qui a beaucoup travaillé sur la poterie en Afrique et qui dit qu'il y a effectivement des effets de mode dans les motifs. Donc, il parle de mode ornemental et pour lui, ce serait davantage informatif. Et il parle également d'une dimension économique, justement dans ces motifs donc, que vous mentionniez tout à l'heure. Et en effet, c'est des considérations qui seraient vraiment intéressantes à étudier. Est-ce que il y aurait d'autres questions, Il y a, d'autres interventions? Oui, il y a oui, une main. Oui, voilà, si vous me permettez, je oui, suis je vous Camille en prie. Badesco. Tout d'abord, je remercie Liliane pour son intervention très intéressante. Merci, voilà, pour la possibilité de vous écouter et de partager, voilà, ce moment avec vous. Vous savez ce que ça m'a fait penser à une lettre que je viens de recevoir. Voilà, c'était juste il y a quelques jours, justement sur cette liaison entre le travail, les traditions qui se transmettent, voilà, entre femmes, voilà, par cette voie intergénérationnelle et la linguistique. Et justement, il y a quelques jours, j'ai reçu la lettre du centre d'études franco-provençal qui se trouve en Vallée d'Aoste, en Italie. Et là, il y a justement des rencontres organisées spécialement pour le centre. C'est pas la broderie, c'est pas la poterie. Là, il s'agit des rencontres à chaque fois, voilà, différentes entre des générations de femmes, voilà, plutôt jeunes et plutôt, voilà, âgées, qui se rencontrent. La semaine prochaine, ça va être sur la préparation de pain, qui est, voilà, toute une tradition là-bas. Voilà. Donc, c'est juste, voilà, une petite précision, une petite remarque que, voilà, il y a des pratiques comme ça, et ça, ce sont vraiment des traditions à ne pas perdre, voilà. C'est pas seulement, voilà, c'est bien sûr, voilà, Liliane parle de son domaine, je comprends, mais voilà, je voulais juste rajouter cette information qu'il y a des gens qui s'y intéressent, il y a des centres qui veillent, voilà, à ce type de patrimoine. Et si je comprends bien, voilà, il y a des rencontres en Vallée d'Aoste, il y a des rencontres comme ça, et c'est plus ou moins régulier. Voilà, donc ça, en tout cas, ça devient plus ou moins régulier parce que, comme vous avez déjà dit, cette idée a déjà été prononcée. Je la répète tout simplement, c'est que, voilà, en perdant cette tradition, on perd aussi une certaine couche du lexique, et pour le franco-provençal, c'est tout à fait pareil. Voilà, c'est tout à fait pareil. Merci, merci de votre attention. Concernant le pain, c'est intéressant parce que, bon, là, il ne s'agit pas de forcément, encore une fois, du lexique, mais les motifs. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de moules. Par exemple, en Macédoine, je sais qu'il y a des moules en bois qui étaient fabriqués justement pour inscrire sur le pain, au moment de la cuisson, ces moules qui permettaient de les rattacher donc au rite ou à la coutume durant laquelle on utilisait ces pains avec ces motifs
qui étaient donc dessinés dans le pain lui-même au moment de la cuisson. Et donc il y avait aussi une symbolique, c'est-à-dire un message qui était transmis sur le pain lui-même. Et certains spécialistes, donc, c'était des sculptures sur bois, c'est-à-dire que je dirais, ces moules étaient fabriqués par des sculpteurs qui sculptaient les motifs, qui sont généralement des motifs liés au sacré, au religieux, qui étaient en lien avec la coutume. Donc, le pain, il y a la fabrication du pain, encore une fois, c'est comme la poterie, il y a la fabrication, mais il y a aussi ce qu'on met sur la poterie, ce qu'on inscrit sur la poterie, c'est-à-dire les figures, les symboles qu'on inscrit sur ces objets, de même que on fait la même chose sur la broderie, c'est-à-dire qu'on brode, mais on ne brode pas n'importe quoi, et ces broderies ne sont pas destinées, n'ont pas le même destin, si c'est un mariage, si c'est un baptême, s'il s'agit de célébrer un saint devant une icône, etc. Et donc, quand on perd un art, on perd bien sûr l'art de fabriquer l'objet ou de fabriquer le pain, mais on perd aussi toutes les symboliques, c'est-à-dire tout ce que l'on pouvait inscrire et tous ceux qui pouvaient travailler autour aussi, c'est-à-dire qui permettaient justement à cette tradition d'exister et d'avoir son sens partagé, puisque ceux qui fabriquaient les objets, par exemple ces moules que l'on posait sur le pain, eh bien partageaient finalement un savoir-faire, mais partageaient aussi le sens des rites durant lesquels ce pain était aussi partagé d'une certaine manière, puisqu'on partageait le pain. Il y a Ivan qui a levé la main. Oui, Mais- mais- merci Liliane pour cet exposé très intéressant. Bah, comme tu es dans une approche pluridisciplinaire, j'aurais une question sur les aspects linguistiques, sur la reconstruction linguistique. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur ta définition de la notion de cognat? C'est en écoutant le passage où tu as parlé de cela et Oui, donc, de la définition de ce terme. Donc, il s'agit de la forme, il s'agit de la sémantique. Les exemples que tu as donnés, on voit très bien le lien formel et le lien sémantique parce que le père, voilà, oui, la famille, ça veut dire la même chose dans les langues. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, disons, une conception de cognat plus large où justement on a une racine qui est commune, mais qui a oui, donné dans les différentes ramifications, dans les différentes langues, des formes qui ne se ressemblent presque plus, oui, qui sont sémantiquement très différentes. oui, On a par exemple, enfin, dent en français qui veut dire une dent, en tchèque, oui, la même racine a donné dasen qui veut dire gencive. Donc là, oui, on a une sémantique légèrement différente, on peut dire que ça concerne la bouche, mais parfois on tombe vraiment sur des mots qui sont apparentés, oui, mais c'est très surprenant. C'était juste, euh, voilà, par rapport à ta définition de cogna, où j'avais l'impression que c'était très étroit le lien sémantique et formel dans les oui, différentes langues. Voilà, c'était juste ça m'a fait un peu tilt. Donc je voulais oui, juste savoir, connaître ta réaction ou revenir sur la définition. oui. Alors, bon, cette définition, bon, je l'ai prise de Boston également, hein. Boston, et il y a une autre personne, Peters, Christian Peters, qui évoque aussi cette notion de cogna et la présente en tant que mot de même forme et de même sens. Alors, je pense que euh, comment dire, cette restriction est en fait simplement par précaution pour ne pas se perdre et fausser en fait les reconstructions
Parce que si on prend des mots qui ont peut-être ou certes une même origine, mais des formes différentes, comment déjà être sûr que elles ont la même origine, enfin, que ces mots, ils ont la même origine? Si on prend des mots qui ont une même forme mais des sens différents, comment est-ce qu'on est sûr que c'est pas dû à une innovation, enfin, que ce changement de sens est dû à une innovation? Donc, je pense que justement parce que c'est assez délicat et c'est compliqué à gérer en fait toute, l'évolution que peut connaître la sémantique et la morphologie, qu'on restreint, enfin, que certains restreignent la définition de Cogna à donc l'identité de forme et de sens, et Mm. aussi pour garantir la justesse de l'analyse et éviter d'aller un peu dans tous les sens, de se perdre et puis ouais, je pense que Merci. c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non, Liliane, vous voulez nous présenter? Oui. oui, oui, merci Froza, pardon. En attendant, oui, Froza, pardon, vous voulez. Non, 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 je vous en prie, allez-y. Ok, merci. Alors, donc c'est l'ouvrage du linguiste belge Cone Boston, donc sur les mots et les mots en bantou, qui fait à peu près 500 pages. Et donc ici, il recense les termes relatifs au domaine de la poterie et propose également une reconstruction. Donc, vous voyez là, c'est les formes avec les toiles. Donc, c'est les reconstructions, donc les formes du proto-bantou qui ont donné lieu aux formes attestées dans les langues actuelles, les langues bantou actuelles. Alors, on a par exemple cette forme bombe et donc qui, comme on le voit et comme je le mentionnais, il l'a bien expliqué dans son ouvrage, certaines formes ont vraiment des sens très divers à travers les langues, mais je pense qu'il essaie quand même de proposer un sens de base, il me semble. Donc on a bon qui faire de la poterie, travailler l'argile, façonner l'argile, enduire, plâtrer, être rond, arrondir, entasser. Donc on a vraiment un sens, enfin des sens très très variés pour cette seule racine. Boum. Euh, on a ma, gin, etc. Mm, 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 mm. L'argile à peau. Donc ça c'est les différentes sortes de peau. On a des d'argile, pardon. Et puis il parle aussi de différentes sortes de peaux. Des peaux destinées à la cuisine, des peaux destinées, oui, destinées au, à l'hygiène, au bain. D'accord. Juste une petite remarque, c'est justement quand tu parles de l'identité sémantique Oui, de Descognas, c'est là où j'ai un peu du mal à oui, savoir ça, parce qu'il y a des sens très différents. On peut avoir une même racine. oui, On a regardé, oui, je fais un petit travail avec mes étudiants en tchèque, et on a regardé hier, par exemple, le verbe tchèque respirer et le mot pour désigner l'animal, le putois, ont la même racine en indo-européen, parce que le putois, il sent mauvais, et respirer, il y a de l'air, mais ce sont deux cognas, oui, Porsche, Adech. On peut même identifier la similarité formelle avec le te et de et le cha à la deuxième oui, personne. Voilà, c'est avec c'est ça quand je t'ai entendu parler de oui, l'identité sémantique où
où je me suis posé des questions. Ouais. Oui, alors peut-être que euh, il ne s'agit pas d'une identité sémantique au sens très strict du terme. Mhm. Ouais. Effectivement, comme tu le dis, par exemple pour Boom, on voit que les sons sont différents, mais quand même très proches. Oui, et en proximité, on peut dire, ouais. Oui, Donc, oui, ils sont très proches. Donc peut-être, oui, en effet, oui, tu as raison de dire que il s'agit pas du même, enfin, d'un sens identique. Oui, je pense que peut-être il faudrait que je me corrige à ce niveau-là, mais de sens apparenté, de sens proche. Oui. Liliane, excuse-moi rapidement. Est-ce que les éléments reconstruits là sont sémantiquement transparents sans la classe nominale? Si je comprends bien les traits Oui, d'union à gauche et à droite, alors le bantou, je connais qu'il y en a beaucoup qui sont des langues à préfixe de classe, mais le trait à droite, c'est aussi une sorte de suffixation ou bien c'est des parafixes? oui. Alors les traits à gauche et à droite signifient qu'il peut y avoir un autre phonème. Hmm, Il peut y avoir un phonème en plus à gauche et à droite. hmm, ok. Dans certaines langues, on peut avoir, boum, mais on peut avoir dans d'autres un phonème avant, un phonème après. Et donc, lui, il n'a pris que ce qui est, je pense, la forme la plus régulière, donc qui est bon. Hmm, ok, Donc, on peut d'accord. avoir quelque chose avant, un phonème avant, on peut avoir un phonème après. Par exemple, oui, par exemple, un préfixe de classe, oui, tout à fait. Un préfixe de classe, ici, ou un suffixe. Le suffixe de classe, c'est un peu plus rare en bantou, même si il y en existe quelques-uns, mais un suffixe verbal, une extension verbale, par exemple, je pense qu'effectivement, oui. Hmm, hmm, ok. Parce qu'il y a quand même une certaine dynamique au niveau des tons, quand il y a la fixation enfin, des préfixes ou bien des suffixes, il y aura peut-être une certaine dynamique qui va s'enclencher. Bon, mais Oui, ça, c'est pas un problème, c'est des reconstructions de Kunbaston. Euh, J'apprécie bien l'approche, euh, oui. mais bon, je suis pas bantouiste, donc je suis un peu euh, euh, en train de voir un peu au niveau de la prosodie ce qui pourrait s'y faire, quoi. Mm. Oui. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est aussi un aspect qui est très peu étudié bon, chez les Grassfields en particulier, les tons. Et puis dans ce domaine de la poterie, oui, c'est tout à fait quelque chose ouais, d'encore inexploré, hein. Donc oui. Donc certainement, il y aurait beaucoup de phénomènes à relever, surtout que bon, les langues Grassfields sont réputées pour euh, leur phonologie très complexe, avec des tons montants, descendants, des tons flottants, des tons, oui, Oui, des ouais. phénomènes